Vive la résistance du peuple palestinien, vive la Palestine. La déclaration Balfour, qu'est-ce que c'est? C'est une lettre. Une simple lettre qui aurait pu rester lettre morte au final. Comme l'ont été tant de déclarations, de missives ou de projets portés au cours de l'histoire. Sauf que cette lettre a abouti à une situation concrète. Une situation coloniale qui perdure jusqu'aujourd'hui et qui a été rendue possible par un nettoyage ethnique, des expulsions collectives organisées, la désarabisation des lieux, des créations de dizaines de camps de réfugiés en Palestine et dans les pays arabes voisins, des massacres de masse, des emprisonnements arbitraires, des logiques d'apartheid et un quadrillage militaire des territoires occupés. Dans le règlement des mandats, on va intégrer la déclaration Balfour et on va faire comme si, à partir de ce moment-là, c'était une parole divine. Vous comprenez, c'est dans le règlement des mandats. Mais qu'est-ce qu'on en a à faire de ce règlement des mandats? Ce sont les canailles impérialistes qui se sont entendus pour se partager la région. 67 mots ont scellé le sort de toute une population arabe sur plus d'un siècle et ça continue. Ces 67 mots sont empreints évidemment de l'esprit colonial de l'époque. La déclaration Balfour n'est pas un acte de charité que font les Britanniques au mouvement sioniste. Les Britanniques font cette déclaration et vont mener leur politique durant toute la période de mandat en ayant conscience de ce que sont leurs intérêts. Et je rappelle quand même que Balfour, qui a fait adopter cette déclaration, était un antisémite convaincu. C'est lui qui, en 1905, impose à la Grande-Bretagne des lois de restriction de l'immigration qui visent essentiellement les Juifs. À l'heure où, pour la première fois, on a un président de la République, Emmanuel Macron, pour ne pas le nommer, qui formellement et officiellement fait de l'antisionisme, fait de la solidarité avec la Palestine une nouvelle forme de l'antisémitisme, c'est très important de souligner, de marteler que les premiers opposants au sionisme étaient les Juifs eux-mêmes. La plupart des Juifs, ils n'ont aucune envie d'aller en Palestine. Quand ils ont eu le choix d'aller quelque part, ils ont été aux États-Unis. Je dis toujours entre 1881, date du début des grands pogroms antisémites dans la Russie tsariste, et 1920, il y a 4 millions de Juifs qui vont aux États-Unis, comme il y a à l'époque des millions d'Irlandais, etc., qui y vont. Et il y a quelques dizaines de milliers qui vont en Palestine. Donc, c'est-à-dire l'idée que depuis 2000 ans, les Juifs prient avec l'an prochain à Jérusalem et qu'ils ont envie d'y aller, c'est vraiment quelque chose de faux. Sans parler de tous les courants politiques, communistes, socialistes, hostiles au sionisme, sans parler de tous les Juifs qui se considèrent comme des citoyens français. C'est l'opposition révolutionnaire internationaliste qui a été portée par les militants du Bund. Et donc là, vraiment, c'était les plus fervents adversaires du sionisme, parce que pour eux, l'élite sioniste notamment, c'était une sorte d'émanation d'une communauté juive bourgeoise qui occultait complètement les rapports de classe pour se focaliser sur l'aspect national des choses. Donc pour un militant du Bund, c'était beaucoup plus important d'être en solidarité avec un prolétaire de Palestine plutôt que d'être en solidarité avec un membre de la classe capitaliste juive. Et le plus surprenant dans l'affaire, c'est que les Arabes étaient alliés des alliés. Ils ont pris les armes contre les Ottomans aux côtés de la France, du Royaume-Uni. Et un commentateur de l'époque aura cette parole pleine de sagesse, il arrive parfois, qu'il disait des paroles comme ça, il dira, c'est incroyable, le sort que l'on a fait aux Arabes, qui étaient nos alliés, est pire que celui qu'a subi nos ennemis, l'Allemagne. Il y a un des dirigeants arabes qui lui dit, vous savez, nous on n'a pas de problème avec les Juifs. Il y a 3 types de Juifs installés en Palestine. Il y a les Juifs qui sont des Juifs religieux, qui sont venus pour mourir ici, etc., qui vivent là depuis... On n'a aucun problème. Il y a les colons juifs qui sont arrivés avec Rothschild, qui sont venus, ils ont créé des colonies, on n'a aucun problème avec eux. Et puis il y a les 3e, qui sont les sionistes, et en fait ils veulent se débarrasser de nous, et on a des problèmes avec eux. Avec l'arrivée d'Hitler au pouvoir, du coup, au quartier latin à Paris, il y a des manifestations fascistes, et évidemment après février 1934, évidemment encore davantage. Et que disent les fascistes français, qui voient ce qui se passe en Allemagne, et qui aimeraient bien faire la même chose en France? Eh bien, ils disent « les Juifs hors de France ».
les Juifs hors de France. Où ça? En Palestine. Les fascistes disent ça. Et que répondent les sionistes? Oui, vous avez raison, en Palestine. Les Juifs en Palestine. Donc il va y avoir une concordance des deux. The dynamic from 1918 to 1948 was very clear. If you allow settlers to come in, you cause the local population to get out. Not because there is not enough land, but because the ideology of the Zionist movement was, we want the land without the people. And when the Palestinian population realized that this is the plan, they started to resist. By 1936, thousands of Palestinians were already refugees inside Palestine, living in slums around the towns of the country. And the Palestinians began an intifada, a serious uprising that lasted for 3 years, from 1936 to 1939. The Zionist settlers had no chance against such an uprising, but the whole power of the British Empire was behind them to resist this uprising. For 3 years, the British Army used all its power in the Middle East, including the Air Force, to put down the Palestinian revolt. As a result of this revolt, most of the Palestinian military and political leaders were either killed, wounded, or exiled. And when Britain decided to leave Palestine in 1947, the Palestinians were facing the new reality without a political and military leadership. 2 mots sur la révolte de 36-39. Elle commence en 1936 avec une grève qui va durer 6 mois et qui est la plus longue grève anticoloniale de l'histoire. Et une grève qui va être suivie par des pans, les pans entiers de la population palestinienne. Et quand on dit grève, il faut comprendre en fait un boycott des secteurs de l'économie qui sont tenus par les Britanniques et par les colons juifs. Et donc c'est la société palestinienne qui décide de rompre avec le système du mandat et de s'auto-organiser. Très vite, les Britanniques vont réagir assez violemment. Il va y avoir une répression, ce qui va entraîner une insurrection armée de la part des Palestiniens. Et on va avoir, à partir de l'année 1937, une insurrection armée qui va tellement surprendre les Britanniques que pendant un certain temps, pendant quelques mois, il va y avoir des zones entières de la Palestine qui ne seront plus sous contrôle britannique. Et il y a une très très forte répression avec une politique contre-insurrectionnelle qui va rester un modèle en la matière et que les Israéliens vont utiliser jusqu'à aujourd'hui. Le résultat de cette répression va faire que la société palestinienne se trouve complètement démobilisée. C'est ce qui fait que les Palestiniens en 1947-1949 sont complètement démunis face à l'invasion des militionnistes. Il y a Léon Blum qui est extrêmement sioniste, et Léon Blum ne cesse de faire des déclarations, des articles en soutien au sionisme et à l'extraordinaire et le magnifique effort des sionistes pour revivifier une terre qui était morte. Voilà comment on parle de la Palestine. Toujours ce mythe de la terre vide, de la terre sèche, de la terre où il n'y avait personne. C'est absolument incroyable. Bah oui, toute terre où il n'y a pas un Européen est considérée comme vacante. Le colonialisme de peuplement a donné naissance à une situation de facto où il y a aujourd'hui en Palestine 6,5 millions d'Arabes, 6,5 millions de Juifs. Et je ne parle pas de la solution, de comment on peut résoudre ça, mais comprendre qu'est-ce qui a été à l'origine de ce problème, que cette question de colonialisme de peuplement, qui voulait dire fondamentalement l'expulsion de la population autochtone, qui voulait dire aussi un sentiment de supériorité, de racisme à l'égard de la population autochtone, ça c'est aujourd'hui un élément fondamental qu'il faut faire prendre conscience. Le sionisme aura des conséquences catastrophiques sur les juifs arabes, et pas que sur les juifs arabes, je pense aussi aux juifs des pays musulmans. Elle polarise et elle crée une dichotomie factice coloniale entre Orient d'une part et Occident d'autre part, Arabes d'une part et Juifs d'autre part. Et donc, elle pousse les juifs arabes qui ont vécu pendant des milliers d'années sans jamais se poser la question de savoir s'ils étaient plus arabes que juifs ou plus juifs qu'arabes ou dans quel degré d'arabité, de berbérité, etc. Et ben, ça les place directement, pardonnez-moi l'expression, le cul entre deux chaises,
et ils sont sommés de pratiquer un choix impossible. The colonial stories tells a particular narrative, and the colonized tell a different story. And this is very different from the Hegelian notion of the master-slave perspective that says that the slave needs the master the same way that the master needs a slave. But as anti-colonial literature tells us, as anti-colonial and anti-oppression movements have taught us, the slave has only to lose his or her chains. So something good came from the shameful 100 years. The British civil society is leading Europe and showing the politicians what they should do about Palestine. Declare clearly that the problem in Palestine is the Zionist ideology, that there is no solution for the Palestine question without the right of the Palestinian refugees to return, and that we should stop talking about a two-state solution and start talking about one democratic state for everyone in Palestine. Thank you. Nous, depuis longtemps, demandons de véritables sanctions contre un État qui bafoue depuis trop longtemps le droit international. Nous soutenons la demande de retrait de l'accord d'association UE-Israël, étant donné que ce dernier est conditionné au respect des droits de l'homme et étant acté qu'Israël les bafoue allègrement et ce quotidiennement. Il n'a cessé tout au long de sa détention d'affirmer sa solidarité avec le peuple palestinien, notamment pendant la dernière grève de la faim des prisonniers palestiniens, où il a fait lui-même une grève solidaire, accompagné par plusieurs co-détenus basques et d'autres détenus arabes. La force de Georges Abdallah est de n'avoir jamais renié son engagement politique. Libérez Georges Abdallah! Et ce qu'on essaye de faire, c'est de dénoncer donc la complicité des multinationales, la complicité de l'Union européenne et d'agir contre, de façon pour exiger le désinvestissement, pour menacer du boycott, etc. Et aussi d'agir pour que les syndicats partout dénoncent et renoncent à leur relation avec la Histadrout, qui nous semble un élément important. Et puis dernière chose, Imen va parler de BDS là, on est aussi membre de la campagne BDS. Cette campagne qui s'inspire de la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud subit une criminalisation accrue depuis 2010 en France avec la circulaire de Michel Alliot-Marie demandant aux procureurs de poursuivre systématiquement les militants qui appellent à la campagne BDS, mais aussi sous l'ère de Manuel Valls. Et il y a une continuité aujourd'hui avec l'actuel gouvernement qui entretient l'amalgame scandaleux antisionisme égale antisémitisme. Omar Barghouti, le cofondateur de la campagne BDS, a publié avant-hier une tribune dans le quotidien britannique Newsweek, dont je vais vous lire un petit passage. Balfour doit se retourner dans sa tombe alors que les autochtones dont il a rejeté avec arrogance les aspirations commencent à changer la donne grâce à la solidarité internationale des gens de conscience. On doit absolument résister contre ce nouveau colonialisme qui n'a qu'un seul but, éliminer une fois pour toutes la cause palestinienne. Enfin, la Grande-Bretagne doit s'excuser solennellement devant le peuple palestinien et devant le monde entier pour ce crime que constitue la déclaration du sinistre Balfour. Et, 100 ans après, elle doit enfin mettre un terme aux conséquences désastreuses et tragiques de cette politique. Voilà les mots de Salah qui nous a envoyés depuis sa prison.